On a donc le plaisir de compter parmi nous Lionel Davoust, qui est donc auteur de Fantasy, et notamment du cycle Les Dieux sauvages et de Léviathan. Donc bonjour Lionel, merci beaucoup Bonjour, d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Donc comme plusieurs auteurs, hein, vous avez indiqué que pendant les Imaginales, vous aviez un programme assez chargé. J'ai pu voir sur le site des Imaginales qu'il était effectivement bien chargé. Donc cette vidéo se fait en différé, en pré-enregistrement. Elle sera donc diffusée hein, pendant notre direct sur Twitch. Donc je vais peut-être vous laisser la parole un peu, et comme ça pour vous présenter un peu auprès des personnes qui nous écoutent, et nous dire peut-être un peu voilà, votre métier d'auteur, et peut-être aussi ce que vous allez faire pendant les Imaginales. Du coup, je suis effectivement auteur d'imaginaire, plutôt fantasy avec un peu de thriller, mais en fait c'était de la fantasy urbaine. Je reste assez fidèle à la fantasy de manière générale et un peu de SF aussi. Euh, à la base, j'ai pas du tout ce parcours-là. À la base, je suis biologiste marin, ingénieur en halieutique, ce qui est un grand terme pour désigner tout ce qui concerne les ressources aquatiques vivantes renouvelables, ressources aquatiques renouvelables. Et je suis parti en littérature parce que j'avais toujours eu envie d'écrire des histoires. J'ai un peu roulé ma bosse à gauche et à droite dans le secteur littéraire. Je fais un peu d'éditorial, pardon. J'ai fait beaucoup de traductions et j'ai commencé à publier des nouvelles professionnellement en 2004, un truc comme ça. Et maintenant, je suis auteur à plein temps depuis une dizaine d'années environ. Donc avec principalement deux univers, mais avec aussi des one-shots, mais principalement deux univers. Effectivement, Léviathan, qui est du thriller de fantasy urbaine, on va dire, et les Evanégir, qui est une grande fresque de fantasy, mais avec des livres qui sont à chaque fois indépendants. Et le truc sur lequel je travaille en ce moment, donc c'est la saga des Dieux sauvages. Donc alors là, pour le coup, les volumes de la saga dépendent les uns des autres. Mais là, il n'y a absolument pas besoin d'avoir lu le reste d'Evanégir pour apprécier les Dieux sauvages. C'est même une excellente porte d'entrée. C'est, pour résumer très brièvement, c'est de la fantaisie post-apocalyptique avec une inspiration que je ne peux pas nier de Jeanne d'Arc, puisqu'on a une jeune femme qui entend Dieu lui parler dans sa tête et qui va lui dire qu'elle va aller sauver le monde. Sauf que Dieu est un enfoiré et qu'elle a absolument pas envie de l'aider, donc bon, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, comme elle a bon cœur, à un moment, elle va se rendre compte qu'il va bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail et elle aime pas que les gens souffrent. Et aussi, en parallèle de ça, ça fait très longtemps, par intérêt personnel, parce que ça fait partie du boulot que je m'intéresse à tout ce qui est la technique de l'écriture, en fait. De la même façon qu'en musique, on peut avoir l'harmonie ou que en art, on peut avoir en art pictural, on peut avoir les règles de la proportion. Moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui est technique narrative pour mon apprentissage personnel. Et puis maintenant, c'est des choses que je partageais en ligne, que je continue depuis un certain temps. Et maintenant, en fait, donc, en même temps pour les Imaginales, donc là, j'aurai le quatrième volume des Dieux sauvages, qui est l'héritage de l'Empire, et aussi un essai slash manuel slash guide slash témoignage sur l'écriture de fiction qui s'appelle Comment écrire de la fiction aux éditions Argile. Et voilà. Et aussi dans les histoires de traduction, de transmission de la technique de l'écriture. Avec Mélanie Fazi et Estelle Faye, on co-anime depuis 5 ans maintenant un podcast qui sort tous les 15 jours qui s'appelle Procrastination, pour procrastiner utile sur son écriture. Ok, parce on enverra le lien sur le chat hein, pendant le direct, notamment pour le podcast, afin que les auditeurs Cool. puissent le découvrir. J'avais une question parce que vous citiez justement l'inspiration par rapport à Jeanne d'Arc. Et je vois que lors des Imaginales, vous êtes aussi présent à deux tables rondes, justement autour des questions du genre, donc notamment le 16 octobre autour d'actes odieux, propos discriminants, stéréotypes sexués. L'écrivain a-t-il une responsabilité vis-à-vis de ses lecteurs? Et vous aviez aussi accueillir, écouter, protéger pour en finir avec le sexisme dans l'édition. Vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi vous participez à ces deux tables rondes et de manière assez synthétique, mais un peu ce que vous voulez vous en dire ou pourquoi est-ce que vous y participez? Est-ce que c'est des thématiques, on va dire, qui sont un peu présentes dans la fantaisie?
C'est une vaste question qui est difficile de résumer rapidement, mais en Bon, prenez votre gros, temps, prenez votre temps. en même temps, enfin, c'est difficile de rendre, même, voilà, mais disons que moi, je pense résolument qu'à partir du moment où on a une parole publique, on a une responsabilité quant à l'usage qu'on fait de la parole publique. Et donc, par conséquent, ça implique de faire attention à ce qu'on véhicule dans son travail. Euh, C'est-à-dire, par exemple, que, alors je schématise énormément parce que voilà, on n'a pas le temps de faire un long débat, mais pour schématiser très rapidement, de façon générale, quand on représente des gens, des personnages dans un récit, la moindre des choses devrait être de s'assurer que la représentation est juste et surtout qu'elle n'est pas colorée de stéréotypes inconscients qui sont hérités de mille et mille choses, de perspectives limitées. L'auteur et l'autrice a pour travail d'élargir ses horizons et de se mettre dans les souliers de personnes qui ne sont pas lui ou elle. Donc, à partir du moment où l'on dépeint une différence, quelle qu'elle soit, il s'agit de faire attention à ce qu'on représente. Et vous parlez des dieux sauvages, comme les dieux sauvages, c'est né en grande partie. J'ai une anecdote que j'adore, qui apparemment fait pas rire grand monde, mais moi, elle me réjouit, c'est que quand mon éditeur a reçu le manuscrit de La Messagère du Ciel, qui est donc le premier tome des Dieux Sauvages, il m'a appelé après l'avoir lu et il m'a dit, je cite, j'ai lu ton bouquin, j'ai fait oulala, Lionel, il est vénère. Et ça m'avait. Ça au moins fait rire une personne. Ouais, ça me fait Euh, rire. moi, en fait, ça m'avait fait rire, mais surtout, ça m'avait très plu parce que j'étais content que ça se transparesse, en fait. Les dieux sauvages, de manière générale, ça parle entre autres d'un truc d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, qui est en gros, entre autres, le traitement fait aux femmes par les religions monothéistes. Parce que si je m'inspire de Jeanne d'Arc, c'est pas pour le côté nationaliste, c'est pour le côté qu'on a une jeune femme qui arrive en disant je vais sauver le monde au nom de Dieu et qui finit brûlée par l'église du même Dieu. Ce qui, je pense, est extrêmement éloquent concernant le traitement que les religions monothéistes globalement font aux femmes, parce que malheureusement, c'est pas un exemple isolé. Donc, les dieux sauvages, c'est né d'une certaine colère, clairement, d'une certaine révolte vis-à-vis de tout ça. Je pense que globalement, quand on a une parole publique qui est la fiction, alors on a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on véhicule. Maintenant, je pense que comme notre époque, malheureusement, notamment à cause d'Internet, est friande d'opinions à l'emporte-pièce et d'absolu, autant je pense que l'auteur et l'autrice doivent prendre soin de ce qu'il ou elle véhicule. En fait, il y a un concept très simple en analyse littéraire qui s'appelle la validation autoriale, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur et l'autrice donnent en substance, qu'est-ce qui transparaît du texte comme étant validé par le point de vue de celui ou celle qui écrit. Ce que je veux dire par là, c'est que si on dépeint un psychopathe qui massacre des gens, ça n'est pas parce qu'on dépeint ça que l'auteur ou autrice va valider le comportement du psychopathe qui massacre des gens en disant ah, massacrer des gens c'est super. Euh, il est évident, et je pense que le lectorat est intelligent et le comprend, il est évident qu'il y a certains personnages, notamment les personnages de méchants, qui apparaissent comme des personnages d'adversaires ou comme apparaissent avec, et pour prendre des choses plus modérées qu'un exemple simple comme ça, apparaissent avec parfois toute la complexité et l'ambiguïté de l'âme humaine. Donc, pour résumer très brièvement, en disant bien qu'il est impossible de faire justice à un sujet aussi complexe en 5 minutes, l'auteur et l'autrice doivent avoir conscience de ce qu'il ou elle véhicule comme stéréotype, comme approbation inconsciente, peut-être à partir souvent d'un point de vue de privilège par rapport à sa place dans la société, d'une part, mais d'autre part, et c'est pour ça que le concept de validation autoriale est vachement précieux, il convient aussi de se rappeler que l'art a aussi une fonction cathartique, fantasmatique, des fois transgressive,
et que quand on dit qu'il faut faire attention à ce que la parole de la fiction véhicule, ça ne veut pas dire qu'il faut être politiquement correct de 100% du temps. Ça veut dire qu'il faut faire prendre garde, et notamment en fait à ce qui relève de l'inconscient, à ce que, en tant qu'auteur et autrice, on approuve, on valide, on désigne comme étant convenable. Ce qui veut évidemment pas dire qu'on s'empêche du coup la transgression, etc. Ça veut juste dire que l'on fait attention à ce que l'on cautionne de façon très globale. Voilà à peu près, très rapidement, ce que je pourrais dire là-dessus. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et ça donne bien envie, effectivement, d'assister aux tables rondes. Et donc, oui, vous nous disiez aussi que vous animiez, donc vous étiez présent à une table ronde aussi sur la manière d'écrire de la fiction. Vous pouvez nous dire aussi un peu plus votre côté, voilà, un peu plus sur votre podcast aussi que vous animez? Alors, grosso modo, moi, quand j'ai voulu, alors, j'ai écrit depuis très longtemps, comme beaucoup d'ados, hein, j'adore écrire. Et puis, quand arrivé vers 20 ans à peu près, je me suis dit, ah, j'essaierais bien de faire ça un peu sérieusement. J'essaierais bien d'en faire peut-être même un métier, qui sait. Je suis parti d'une idée très bête, enfin en tout cas qui me paraissait très simple, qui je me disais, bah, tous les arts ont leur technique. Je disais tout à l'heure, la musique, je veux dire, sans même nécessairement connaître l'harmonie, si vous faites de la guitare et que vous n'avez pas un problème, j'ai fait un an de guitare, croyez-moi, si vous n'avez pas un peu les doigts musclés, même si vous jouez mal, vous n'allez rien pouvoir jouer. De la même façon, je voyais, rappelez-vous à cette époque lointaine, on pouvait sortir, enfin on peut quand même un peu de sortir quand on se balade dans les tas de parcs, je fus parisien à une époque, vous allez dans tous les parcs et vous avez des classes d'étudiants et étudiantes en beaux-arts qui sont avec des bouquins, qui sont avec des carnets de croquis, qui font des tas de croquis dans tous les sens, qui correspondent à l'exercice parce ils et elles apprennent à maîtriser les briques de base de l'art. Et je me suis toujours dit, il n'y a pas de raison que l'écriture fasse exception. C'est pas parce que je sais faire que, en gros, je sais à peu près parler correctement et donc à peu près écrire correctement. Ça ne veut pas nécessairement dire que je sais raconter une histoire d'une manière qui soit efficace. Et efficace, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui serve le projet de la meilleure manière, qui va rendre ce que j'essaye de transmettre le plus accessible possible, pardon, à la personne qui va le recevoir. Donc, je m'étais dit, il doit bien y avoir des trucs, des techniques pour me faciliter la vie, tout simplement, pour m'apprendre quelles sont les règles dramatiques, enfin les règles, les codes dramatiques, toutes ces histoires de briques de base qui correspondent à bah, je fais des gammes pour la musique et j'apprends la perspective ou l'anatomie pour le dessin. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé cette quête-là, donc fin des années 90, début années 2000, en fait, je me suis rendu compte que ça n'existait quasiment pas en français, en fait. C'était énormément, notamment les Américains qui faisaient ça. Et alors j'ai la chance d'être bilingue, donc je suis allé piocher chez les Américains, mais je trouvais qu'il y avait un vrai déficit, un vrai manque. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait rien, mais il y avait, comparé au monde anglo-américain où c'est une évidence pour eux que l'écriture ça s'apprend comme on apprend tout, comme on prend des cours de guitare, même si c'est pour jouer pour ses potes autour d'un feu quoi. Donc, Et, pendant longtemps en et c'est France, voilà, c'était un peu mal vu finalement c'est d'apprendre ça, l'écriture. Le bon écrivain, c'est c'est ça. quelqu'un qui doit savoir écrire comme ça. Exactement, le truc, vous êtes Chateaubriand, vous êtes rien, vous avez une écharpe blanche, vous êtes frappé par la foudre sur les falaises de Fécamp, vous revenez et ça va forcément être génial. Non, je veux dire, l'écrasante majorité des auteurs et autrices avec qui je discute dans le boulot, 99,9%, disent que c'est du taf, c'est du boulot. Et il y a à la fois le fait que bah, il y a une certaine technicité, que gérer une description, gérer un rythme, avoir des dialogues qui claquent, des choses qui sont un peu fondamentales, bah, ça se travaille. Voilà, de la même façon que, je veux dire, tout chanteur de salle de bain ne devient pas chanteur lyrique. Hein. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que, eh bien, ça nécessite du temps, quoi. Il y a une certaine persévérance, une certaine assiduité qu'il faut pour écrire un bouquin. C'est vrai que on a un peu ce mythe du Bukowski ou même du Philippe Cadic qui
ou même de Kerouac qui crachait en flux de conscience des pages et des pages. On pense souvent, ah, Kerouac, il a écrit La Route et c'était génial, sauf que non, il a écrit La Route, il lui a fallu 2 ans de retravail derrière parce que c'était de la bouillie pour chat avant qu'un éditeur accepte de le reprendre. Donc, le flux de conscience, c'est cool, mais à un moment, il faut penser au produit fini. Donc, Stéphanie Nico, justement, la directrice artistique des Imaginales, il y a un certain temps, quand j'étais jeune et chevelu, elle m'avait dit en substance, en anglais, c'est You can never pay back, you can only pay forward, c'est-à-dire on ne peut jamais renvoyer le pied à l'étrier. Enfin, il y a des gens qui nous mettent le pied à l'étrier, qui sont plus expérimentés que nous. On peut jamais leur renvoyer l'ascenseur parce que bah, ils ou elles sont toujours plus ou moins plus expérimentés que nous, quoi. Et Stéphanie, qui dirigeait à l'époque la revue Galaxy, m'avait fait faire mes premières chroniques, traductions, etc. Donc elle m'avait mis le pied à l'étrier et elle m'avait dit entre guillemets, ne me remercie pas parce que bah, voilà, je suis plus expérimenté que toi. Par contre, ton travail maintenant, c'est de le faire pour les gens qui vont venir après toi. Et c'est toujours resté gravé au fer rouge dans ma tête. Je me suis dit, oui, c'est une manière de payer ma dette karmique qui me convient bien. Donc, assez vite, je me suis mis à partager en ligne sur le blog, rappelez-vous, 2007, le Crétacé à l'échelle d'Internet, ce que je pouvais apprendre, ce qui me semblait pertinent. Puis au fur et à mesure, du coup, bah, c'est devenu, ce désir est devenu le podcast Procrastination, où tous les 15 jours, en 15 minutes, on prend un sujet précis et on discute. Et ce que je trouve qui est intéressant, c'est la dynamique qu'on avait avec Laurent Jeunefort au début, et maintenant avec Estelle Faye qui a pris le relais de ça. Donc avec Estelle Faye, Mélanie Fazi et moi, on a 3 points de vue assez différents sur l'écriture et tout. Donc, parce que l'écriture, c'est quelque chose de personnel. Et la personne qui veut écrire doit trouver ce qui lui convient. Et donc, bah, on a 3 points de vue différents. Donc, bah, on espère que le tout fasse plus que la somme des parties. Et dans le bouquin Comment écrire de la fiction, c'est un peu le livre que moi, j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé. Le but était, c'est un bouquin qui est assez fin en fait, qui fait genre 200 pages, un truc comme ça. Le but, ça n'est pas un manuel en mode Lego en vous disant étape 1, étape 2, étape 3, étape 425, vous avez un bouquin fini qui va être génial, parce que ça fonctionne pas comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est assez amusant pour moi où j'ai vu certaines chroniques sur internet en disant ah c'est pas assez technique. Mais oui, mais en même temps la technique c'est un truc qui est hyper personnel en fait. Et par contre, il y a un certain nombre, à mon sens, de principes fondamentaux et qui sont assez profonds mais assez simples, qui sont ce que je transmets dans le bouquin, qui sont par exemple, en fait, on veut écrire de la fiction, mais ça fonctionne comment une histoire? Qu'est-ce que c'est vraiment qu'une histoire? Qu'est-ce qui fait qui maintient l'intérêt? À quoi on doit essayer de penser? Qu'est-ce qui fait fonctionner un personnage? Pourquoi on a des personnages d'ailleurs? Le nouveau roman a voulu envoyer les personnages par la fenêtre et on s'est rendu compte que c'était une erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui est toujours pertinent dans le personnage après des millénaires où l'humanité se raconte des histoires? Qu'est-ce qui construit? Quelles sont les briques de base de la narration, de la dramatisation, etc. Et à partir de ça, bah, le travail de trouver comment implémenter ces trucs-là, comment s'instaurer une dynamique de travail, j'aurais pu faire un bouquin expliquant la mienne, mais ça marche pour moi. Alors, il y a des bouquins je m'interdis pas d'en faire un jour, hein, mais des bouquins qui existent et qui font ça, il y en a déjà plein, qui sont très bien, mais je trouvais qu'il y avait moins des bouquins qui revenaient vraiment à ce qui est, moi, un principe qui m'est très cher en écriture, ce que j'appelle les principes générateurs. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai... Ça marche aussi dans la fiction. Par exemple, si j'ai un personnage dont son rêve, c'est de gagner la médaille d'or de deltaplane aux Jeux Olympiques. Alors, il n'y a pas de compétition de deltaplane aux Jeux Olympiques, mais vous voyez l'idée. Eh ben, c'est son principe générateur. C'est ce qui va le guider dans potentiellement une histoire, si j'ai envie de raconter cette histoire-là. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Une histoire a un certain nombre de principes générateurs. Et si, pour moi, on les expose, on les met à jour et qu'on les apporte à la conscience, eh ben, à partir de là, on peut commencer à réfléchir soi-même sur son écriture. Parce que l'écriture, c'est aussi un travail profond de réflexion et d'introspection sur qu'est-ce que je veux offrir au monde, qu'est-ce que je veux raconter et qu'est-ce que je veux raconter pour moi, qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc, c'était vraiment la démarche qui informait comment écrire de la fiction, qui était mon but et pas de donner un modèle clé en main parce que ça n'existe pas. Je peux vous donner le mien, ça peut peut-être vous faire réfléchir, mais pour moi, encore une fois, je ne m'interdis pas de le faire un jour, mais pour moi, il y a en tout cas, j'ai pas tout lu, mais pour moi, voilà, ça manquait d'un bouquin qui parle de ces principes de base
que à partir du moment où moi, en plus, j'ai compris dans ma propre pratique, ça a tout changé du jour au lendemain. J'étais beaucoup plus productif, je comprenais beaucoup mieux ce que je faisais. En gros, quelque part, si je compare avec la musique, c'est comme si j'avais appris à lire la partition et les notes comme une seconde langue. Comme on a tous, toutes et tous, on a fréquemment, en tout cas peut-être pas tous, mais on a fréquemment dans notre entourage ce musicien amateur ou même pro qui nous dégoûte, où on lui file une partition devant un piano et qui fait ah oui ça et puis qui déchiffre et qui le joue en même temps quoi. Alors, comment tu fais ça quoi. Moi je suis fasciné, je trouve ça génial. Eh ben les principes quand je les ai pigés dans Comment écrire la fiction, c'est pour ça que j'essaie de les transmettre. Le jour où j'ai pigé ça, j'ai eu l'impression de devenir le cousin musicien hyper agaçant qui fait ça au piano sans vouloir me jeter des fleurs. Je dis ça parce que c'est mon métier aussi, c'est mon boulot, quoi. Je fais ça tous les jours. Donc, à un moment, je suis censé pouvoir faire ça. Quand je jette pas des fleurs, c'est qu'à un moment, ça devient presque la base. Il faut que je sache faire ça. Je compare avec, je jette pas les fleurs, je compare avec un musicien professionnel qui sait faire ça. Je suis Ouais, censé être auteur votre, professionnel. Je dis, votre ça, c'est démarche, savoir faire ça, c'est pas la moindre des choses. votre démarche, elle est vraiment intéressante parce que vous avez vraiment eu envie finalement, d'abord on vous a donné vraiment des connaissances et vous avez vraiment eu, une fois que vous vous êtes senti suffisamment à l'aise, vous avez vraiment eu envie aussi ben, de les transmettre en fait pour aider de nouveaux auteurs ben, à se lancer ou à s'améliorer parce que c'est vrai que dans le processus d'écriture, on peut se lancer et parfois on peut avoir besoin ben, d'ouvrages ou de conseils ou de podcasts ben, pour avancer parfois, pour s'améliorer. Du coup, notre échange avance tout doucement et on approche de la fin. Et on a discuté un peu avant et on vous avait demandé si vous aviez envie de lire un petit extrait d'un de vos ouvrages. Et donc, vous nous aviez répondu positivement. Et du coup, je vous propose de faire une petite lecture. Tout à fait. Alors, je vais vous proposer un extrait de La Messagère du Ciel, donc en fait qui est le premier tome des Dieux sauvages. Juste pour donner un peu de contexte, alors ça se passe assez tôt dans le bouquin. Normalement, ça spoile pas, mais donc on a deux personnages qui sont Mériane, qui est une forestière ermite qui vit loin de la société de son monde qu'elle déteste, et Léopold, qui est vraiment, pour schématiser, un croisier templier qui fait partie de cette fameuse société qu'elle déteste, qui est en fait une théocratie patriarcale. Et comme Marianne connaît les voies et les secrets de la forêt, Léopold est venu la chercher, lui a pas tellement donné le choix. Il faut aller rechercher quelqu'un dans le fils du baron local dans la forêt. Mais le problème, c'est qu'on est dans une zone qui est dangereuse, qui est ce qu'on appelle les zones instables, où tournent et font des ravages, ce qu'on appelle des anomalies, qui sont en fait des phénomènes magiques qui changent les règles de la réalité. Et juste avant le passage, que je vais vous lire, Marianne et Léopold approchent justement de l'anomalie où apparemment le fils du baron s'est perdu. Le marché de Dohelic battait son plein. La journée était radieuse et tous les artisans du bourg, tous les serfs de la zone stable étaient venus en profiter. Les auvents aux couleurs passées égayaient la monochromie des pavés gris et les murs de torchis des maisons environnantes. Une rumeur joyeuse emplissait l'air sur fond de récits scandés par un nouvelier itinérant. Il ne s'agissait pas seulement ce jour-là de remplir sa bourse, de faire aiguiser ses couteaux, ni d'en profiter pour entretenir les fers des bœufs. C'était l'occasion d'échanger les dernières rumeurs venues de la capitale de la province, Belnaced, voire du royaume tout entier. Mériane progressait dans les allées bondées, effleurant du regard les étals de fromage, charcuterie, pots de denrées diverses, en s'efforçant de se rappeler ce qu'elle était venue chercher. Si elle oubliait encore une des courses confiées par son père, elle en entendrait parler sans fin. Elle ne le faisait pas exprès. Simplement, elle ne s'enthousiasmait pas comme les autres filles dès qu'on parlait d'aller au marché. Elle appréciait ces moments d'indépendance, mais elle aurait préféré les passer dans les champs, dans une réelle solitude, et certainement pas parmi les allées des couturiers à s'extasier sur des robes dont elle ne rêvait pas. Elle s'arrêta au milieu de l'allée entre deux attroupements, les sourcils froncés. Sans diable, elle avait beau fouiller sa mémoire, impossible de se souvenir. Pourtant, il y avait là quelque chose de familier, une impression à la périphérie de sa conscience qui ne parvenait pas à s'ancrer. Machinalement, elle fit un pas de côté, et un boulanger pressé la doubla aussitôt en lui adressant un signe pour la remercier de l'avoir laissé passer.
Le monde lui semblait un peu trop grand. Un brusque coup de sang lui fouetta les veines. Juste après, comme si elle l'avait senti venir, un cri aigu déchira l'atmosphère. Elle se mit à courir, esquivant les badauds avec l'agilité de son jeune âge. Nul ne lui prêta attention. Les visages défilaient, se confondaient en une masse sans âge, rieuse et bonhomme. Un pressentiment lui tiraillait la poitrine, mais elle l'ignora. Elle obliqua au fond du marché dans une allée qui s'enfonçait à travers les ruelles tortueuses du bourg. Elle passa du jour à la pénombre. Les murs de torchis s'élevèrent loin, au-dessus d'elle, en deux falaises vertigineuses qui ne laissaient paraître qu'une rivière de ciel d'un bleu ténu. Les cageots débordaient de légumes et de fruits, mais il n'y avait là personne pour les vendre. La rumeur gaie du marché s'était atténuée d'un seul coup, en même temps que la lumière. Le même hurlement aigu s'éleva, suivi de pleurs. Marianne redoubla d'efforts, virant avec assurance à chaque intersection, s'enfonçant toujours plus profond dans la vieille ville et vers la nuit. Le sang battait à ses oreilles, mais le souffle ne lui manquait pas. Sa foulée avalait les pavés mal joints, toujours plus sombres, avec la tombée du crépuscule. Autour d'elle, les angles des fenêtres et des portes la fuyaient, liquides, comme pour lui refuser l'hospitalité. Marianne n'en avait cure. Elle dérapa à demi à l'orée d'une courette et s'arrêta. La nuit avait amené une brume épaisse qui stagnait près du sol comme de l'écume. Autour de la jeune fille, les murs gris, parfaitement lisses, ne révélaient aucune ouverture, aucune aspérité. Toute couleur avait déserté le monde à l'exception de deux immenses torchères en fer forgé, fixés en hauteur comme des fanaux. Marianne respirait avec force, plus pour aiguiser sa colère que par réelle fatigue. Elle les avait trouvés. La bande d'enfants s'agglutinait autour de la fillette recroquevillée à terre, les bras relevés devant le visage, révélant sa main mal formée, semblable à une griffe brûlée. De la terre et des gouttes écarlates maculaient sa jolie robe blanche. Monstre! Putrelle! Les chasseurs viendront pour toi! Les cris et les insultes tournoyaient dans l'oreille de Marianne en écho sans fin. Un volcan de rage explosa en elle. L'adolescente chargea dans l'attroupement, profitant de sa grande taille pour repousser les garnements. Elle cogna à l'aveugle, écrasa des pommettes d'aînés avec une violence infiniment satisfaisante. On la frappa au retour, aux jambes, à l'estomac, dans les côtes, mais la douleur lui semblait lointaine, inutile. Olive voulait juste se faire belle pour oublier sa difformité. Elle coiffait ses cheveux avec des rubans. Elle avait appris à se confectionner des robes auprès de la couturière. Elle montrait une dextérité surprenante, malgré sa main crochue. Les ennemis autour de Marianne n'avaient pas de visage, juste une surface de chair vierge sans nom, sans identité, qu'elle écrasait sans relâche dans des craquements d'eau, des projections de salive ensanglantée. Il y avait des filles et des garçons dans le groupe, des enfants vierges de toute marque, et qui rendaient donc le jugement de Dieu, avec la supériorité de ceux favorisés par la vie. Marianne se débattit, hurla, repoussa les agresseurs qui se mêlèrent peu à peu aux ombres, s'évanouirent dans la nuit, un par un, jusqu'à la laisser seule dans la ruelle. Elle goûta du sang sur sa langue, éprouva des douleurs dans les côtes, tomba à genoux devant le corps d'Oli, le souffle court, des grognements aigus et désespérés au fond de la gorge. La jeune fille savait déjà qu'elle était arrivée trop tard, et la colère et l'injustice l'étranglèrent, la secouèrent de sanglots amers. Marianne? La mâchoire serrée, elle frappa le pavé de ses jointures blessées et accueillit la douleur comme un châtiment mérité. Elle avait compris ce qui allait arriver. Cela s'était déjà produit. Elle s'en souvenait. Marianne! Elle libéra enfin le cri qu'elle réprimait. Il explosa dans ses poumons, lui déchira les cordes vocales, une déclaration de haine et de guerre à l'encontre de Dieu et sa prétendue justice. Marianne, par la vérité! On lui toucha l'épaule. L'adolescente bondit sur ses pieds et fit volte-face, le poing brandi. Un homme en blanc recula et leva son épée. Paix, Marianne! S'écria-t-il. Paix! C'est moi, Léopold. La jeune fille le dévisageait avec hargne, puis elle avisa ses mains gantelées de cuir fourré, sa tenue. Les proportions étaient de nouveau fausses. D'où lui venait cet arc, cette hachette à la ceinture? Les événements retombèrent à leur place dans sa mémoire en provoquant l'équivalent mental d'un claquage musculaire. L'ombre lui cisailla les tempes et elle lâcha un cri avec une grimace de douleur. Quand elle rouvrit les yeux, elle se tenait sur le parvis du château de Doélic, à la tombée de la nuit. Des nuages flottaient dans le ciel. Ils bouillonnaient sur place, paraissaient se former, se déliter, tout à la fois. Chacun semblait la copie identique de son voisin, comme si elle regardait le ciel à travers les reflets d'une vitre brisée. Des éclairs silencieux sautaient de l'un à l'autre. Cette vision lui donna le vertige. Face à elle, le moine avait passé son arme dans la main gauche et pressait une séquence sur l'infernale relique à son bras, tout en la jaugeant d'un air méfiant.
Sais-tu qui je suis? Demanda-t-il. La première et la pire nouvelle de ma journée, rétorqua-t-elle pour chasser son malaise. Il baissa le bras et reprit son épée de la main droite. Vous pouvez te contenter d'un oui, gronda-t-il. Il leva le bras pour désigner le manchon de verre noir parcouru de lucioles colorées. Maintenant, ne t'éloigne pas de moi. La relique s'est accordée aux caractéristiques de l'anomalie et va contrecarrer ses effets. Ça nous aidera à rester ancrés dans le présent. Myriam plissa le nez d'un air dégoûté. Vous voulez dire que cette chose agit sur moi? C'est moi qui la porte, rétorqua-t-il. Régis-toi que je t'épargne ce sacrifice. Mais si tu préfères, je peux te perdre ici. Je suis là, de ton insolence. Je me débrouillerai pour rentrer seule. Alors? Elle se frictionna le visage. Le cauchemar lui collait à la peau comme la sueur poisseuse de la bagarre. La petite Ollie était morte 6 ans plus tôt dans ces circonstances absurdes et tragiques. Déjà grande pour son âge, Marianne avait cassé quelques nez, fendu des lèvres, mais elle était bel et bien arrivée trop tard. Une bouffée de haine contre le monde et contre l'anomalie qui l'avait forcé à revivre cet épisode l'étrangla, et elle tourna le dos pour cacher les larmes de rage qui parlaient à ses yeux. Waouh. Merci beaucoup. Il est Merci à vous. c'est très prenant. Merci beaucoup, hein, pour cette lecture et pour votre Merci présence, à vous. d'avoir pris le temps, voilà, de répondre à ces quelques questions. Donc, Avec on très vous grand souhaite plaisir. des bonnes Merci. imaginales. Et donc, voilà, Merci de même à vous aussi. et pendant le direct, effectivement, on mettra les différents liens vers votre site, vers vos ouvrages et vers le podcast. Voilà. Super. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.